En 1851, dans une plantation isolée du Minas Gerais brésilien, on découvrit les restes de 37 corps enterrés sous les fondations d'une chapelle privée. Tous portaient les mêmes traits distinctifs, une pigmentation de peau particulière, des yeux d'une couleur impossible à définir et des cicatrices rituelles sur les avant-bras. Les autorités impériales classèrent l'affaire comme révolte d'esclaves et incendie criminel. Mais les témoignages des survivants parlaient d'autre chose. Ils parlaient d'une femme européenne qui croyait pouvoir créer une nouvelle lignée humaine. Avant de commencer cette histoire qui va vous glacer le sang, abonnez-vous à cette chaîne et dites-nous dans les commentaires de quelle ville vous nous écoutez en ce moment. Maintenant, laissez-moi vous raconter ce qui s'est vraiment passé dans cette plantation maudite. L'Empire du Brésil, en cette première moitié du 19e siècle, était une terre de contrastes violents. Alors que l'Europe débattait déjà de l'abolition de l'esclavage, les plantations brésiliennes continuaient de fonctionner selon des règles qui n'avaient pas changé depuis 2 siècles. Dans les régions reculées du Minas Gerais, loin des regards de Rio de Janeiro et de la cour impériale, certains propriétaires terriens régnaient comme des monarques absolus sur des domaines qui s'étendaient sur des milliers d'hectares. La Fazenda Santa Vitória était l'une de ces propriétés. Située dans une vallée encaissée, accessible seulement par un chemin de terre qui serpentait à travers les montagnes, elle avait été établie au début du siècle par un noble portugais enrichi dans le commerce du café. À sa mort en 1838, la fazenda passa à sa fille unique, Dona Catarina de Bragança Soares, une femme de 28 ans qui avait passé la majeure partie de sa vie en Europe. Catarina était revenue au Brésil avec des idées que beaucoup considéraient comme dangereuses. Elle avait étudié à Paris et à Londres, fréquenté des salons où l'on discutait des théories de Lamarck sur l'hérédité des caractères acquis, des travaux de Blumenbach sur les races humaines, et des premiers écrits qui tentaient de classifier l'humanité selon des critères biologiques. Mais là où d'autres voyaient de la simple curiosité scientifique, Catarina avait développé une obsession. Elle croyait fermement qu'il était possible de créer une race humaine supérieure en sélectionnant minutieusement les traits physiques et mentaux à travers des générations contrôlées. Et elle avait décidé que sa fazenda serait le laboratoire de cette expérience. Les habitants de la région gardaient leur distance avec Santa Vitória. On murmurait que la comtesse, comme on l'appelait en raison de ses manières européennes, avait fait des choses étranges dès son arrivée. Elle avait fait construire une aile entière de la Casa Grande selon des plans architecturaux bizarres, avec des pièces sans fenêtres et des couloirs qui ne menaient nulle part. Elle avait fait venir des livres par caisses entières de Lisbonne et de Paris. Et surtout, elle avait commencé à acheter des esclaves selon des critères que personne ne comprenait. Normalement, les propriétaires choisissaient leurs esclaves pour leur force physique et leur capacité de travail. Catarina, elle, examinait chaque individu avec une attention méticuleuse, prenant des mesures de leur crâne avec des instruments étranges, notant la couleur de leurs yeux, la texture de leurs cheveux, la forme de leurs mains. Elle posait des questions sur leur lignage, cherchant à retracer leur ascendance sur plusieurs générations. En 1839, elle fit une acquisition qui surprit tout le monde. Elle acheta 12 hommes jeunes, tous âgés de 18 à 25 ans, pour un prix 3 fois supérieur au tarif habituel. Ces hommes ne furent pas envoyés aux champs de café. Ils furent installés dans des quartiers séparés, près de la Casa Grande, et reçurent un traitement qui scandalisa les contremaîtres. Nourriture abondante, vêtements de qualité, dispense de travail forcé. Les 12 hommes venaient de régions différentes d'Afrique. Catarina les avait choisis pour représenter ce qu'elle considérait comme les caractéristiques les plus remarquables de différentes populations. Il y avait Kofi, un homme de la Côte de l'Or, à la musculature impressionnante et à l'intelligence vive. Malik, originaire du Sénégal, possédait une mémoire prodigieuse et parlait 6 langues. Djabari, arraché à sa terre Yoruba, avait été sculpteur avant sa capture.
Chacun des 12 avait été sélectionné pour une raison précise, un trait que Catarina jugeait désirable pour son projet. Les autres esclaves de la fazenda observaient cette situation avec un mélange de méfiance et d'envie. Pourquoi ces 12 recevaient-ils un tel traitement? Que voulait la comtesse d'eux? Les réponses commencèrent à circuler quand Catarina fit venir un prêtre défroqué de Rio, un homme qui avait été chassé de son ordre pour avoir tenu des propos hérétiques sur la nature de la création divine. Ce prêtre, que tout le monde appelait simplement Padre Vicente, devint le bras droit de Catarina. Il tenait des registres méticuleux, notant chaque détail des observations de la comtesse. Ensemble, ils avaient élaboré un plan qui aurait horrifié n'importe quelle personne sensée de l'époque. Au printemps de 1840, la nature du projet de Catarina devint claire. Elle annonça aux 12 hommes qu'ils avaient été choisis pour participer à une expérience qui changerait l'histoire de l'humanité. Elle leur promit la liberté pour eux et leur descendance s'ils acceptaient de coopérer. Elle leur expliqua, avec le ton passionné d'une scientifique convaincue, qu'elle voulait prouver que l'être humain pouvait diriger sa propre évolution, que les races n'étaient pas fixes mais malléables, et qu'en combinant les meilleurs traits de différentes origines, on pouvait créer des individus supérieurs. Et puis elle leur révéla son intention, elle allait procréer avec chacun d'eux. Le silence qui suivit cette déclaration fut, selon les témoignages recueillis plus tard, d'une densité suffocante. Ces hommes, arrachés à leur terre, réduits en esclavage, privés de tout contrôle sur leur existence, se voyaient maintenant offrir une proposition qui défiait toute compréhension. Était-ce un piège? Une forme de cruauté plus raffinée? Ou une opportunité réelle de liberté? Catarina n'était pas une femme que l'on pouvait juger selon les critères conventionnels de beauté. Elle avait un visage anguleux, des yeux gris perçants qui semblaient toujours en train d'analyser, de mesurer, de cataloguer. Sa silhouette était mince, presque ascétique. Mais ce qui frappait le plus chez elle, c'était l'intensité de sa conviction. Quand elle parlait de son projet, ses yeux s'illuminaient d'une ferveur qui rappelait celle des mystiques ou des fous. Les 12 hommes n'avaient pas vraiment le choix. Le refus signifierait probablement un retour aux travaux forcés, voire pire. L'acceptation offrait au moins une promesse, aussi étrange fût-elle. Un par un, ils donnèrent leur accord. Ce qui commença alors fut peut-être l'expérience la plus troublante jamais menée sur le sol brésilien. Catarina établit un calendrier précis. Chaque homme aurait son tour, selon un ordre qu'elle avait déterminé en fonction de ce qu'elle appelait l'optimisation des traits héréditaires. Elle tenait un journal détaillé de chaque union, notant les dates, les conditions, ses observations. Padre Vicente bénissait ces unions dans des cérémonies privées qui parodiaient le sacrement du mariage, prononçant des prières qu'il inventait lui-même, mélangeant latin et hérésie. Les domestiques de la Casa Grande entendaient des bruits étranges la nuit, des chants en langues africaines que Catarina avait demandé aux hommes d'enseigner, des incantations en latin corrompu, et parfois les cris de la comtesse elle-même, non pas de douleur mais d'exaltation, comme si elle participait à un rituel sacré. En 1841, les premières grossesses furent confirmées. Catarina était enceinte. L'identité du père n'était connue que d'elle et de Padre Vicente, car elle avait strictement interdit toute discussion sur ce sujet. Elle expliqua aux 12 hommes que tous seraient considérés comme pères de tous les enfants, que c'était là le cœur de son expérience. Créer une fratrie où les liens de sang seraient moins importants que les traits partagés. La grossesse de Catarina fut suivie avec une attention maniaque. Elle notait chaque changement dans son corps, chaque sensation, chaque rêve. Elle se soumettait à des régimes alimentaires stricts, conçus selon ses théories sur l'influence de la nutrition sur le développement du fœtus. Elle passait des heures à lire à voix haute des textes en plusieurs langues, convaincue que le bébé dans son ventre absorbait déjà des connaissances. En octobre 1841, elle donna naissance à un garçon. L'enfant était d'une beauté frappante, avec une peau couleur café au lait et des yeux qui semblaient osciller entre le vert et le doré selon la lumière. Catarina le nomma Gabriel et déclara que c'était le premier représentant de ce qu'elle appelait la nova lineagem, la nouvelle lignée.
Mais Gabriel n'était que le début. Katharina était déterminée à avoir des enfants avec chacun des 12 hommes, et elle mit en œuvre son plan avec une détermination implacable. Entre 1841 et 1847, elle donna naissance à 11 autres enfants, alternant entre garçons et filles. Les années qui suivirent furent marquées par une atmosphère de plus en plus étrange à Santa Vittoria. Les 12 enfants de Katharina grandissaient dans un environnement totalement isolé du monde extérieur. Elle avait fait construire une école privée au sein de la fazenda, où elle enseignait elle-même à ses enfants, avec l'aide de Padre Vicente et de quelques précepteurs qu'elle faisait venir de Rio pour des périodes limitées. Les enfants apprenaient le portugais, le français, l'anglais et les langues africaines de leur père. Ils étudiaient les sciences naturelles, les mathématiques, la philosophie, la musique, mais surtout, ils apprenaient qu'ils étaient spéciaux, choisis, supérieurs. Katharina leur répétait constamment qu'ils étaient le futur de l'humanité, qu'ils portaient en eux le meilleur de plusieurs mondes. Les 12 pères vivaient dans une situation ambiguë. Ils n'étaient plus vraiment esclaves, mais ils n'étaient pas libres non plus. Katharina leur avait donné des terres à cultiver pour eux-mêmes, des maisons décentes, le droit de se déplacer librement dans la fazenda. Mais ils ne pouvaient pas partir, et ils devaient participer à l'éducation de leurs enfants selon les règles strictes établies par la comtesse. Cette situation créait des tensions complexes. Certains des 12 hommes s'étaient attachés à leurs enfants et trouvaient du réconfort dans cette paternité forcée. D'autres vivaient dans une rage contenue, conscients qu'ils étaient toujours des pions dans l'expérience de quelqu'un d'autre. Malik, le Sénégalais aux 6 langues, avait commencé à tenir un journal secret en arabe, documentant tout ce qui se passait, espérant qu'un jour, quelqu'un découvrirait la vérité. Les autres esclaves de la fazenda regardaient en cette situation avec des sentiments mélangés. Certains enviaient le statut privilégié des 12 hommes. D'autres les méprisaient, les voyant comme des collaborateurs de la folie de la comtesse. Et tous avaient peur, car il était clair que Katharina n'hésiterait pas à punir sévèrement quiconque menacerait son projet. En 1845, un incident révéla jusqu'où pouvait aller cette brutalité. Une jeune esclave nommée Benedita, qui travaillait comme domestique à la Casa Grande, fut surprise en train de parler avec un voyageur de passage de ce qui se passait dans la fazenda. Le lendemain, Benedita disparut. Officiellement, elle s'était enfuie. Mais les autres esclaves trouvèrent ses vêtements déchirés près du ravin qui bordait la propriété et plus personne n'osa parler. Katharina continuait de documenter méticuleusement le développement de ses enfants. Elle mesurait leur croissance, testait leur intelligence avec des exercices complexes, notait leurs talents particuliers. Gabriel, l'aîné, montrait une aptitude remarquable pour les mathématiques. Helena, la deuxième-née, avait une voix extraordinaire. Samuel possédait une force physique exceptionnelle. Chacun des 12 enfants manifestait des capacités qui semblaient confirmer les théories de Katharina. Mais il y avait aussi des signes inquiétants. Les enfants, élevés dans cette bulle d'isolement et de supériorité proclamée, développaient des comportements troublants. Ils parlaient entre eux dans un mélange de langues que personne d'autre ne comprenait. Ils se comportaient avec un mépris évident envers les autres esclaves de la fazenda, et ils semblaient partager une loyauté absolue envers leur mère, comme si elle avait réussi à créer non seulement une nouvelle race, mais une sorte de culte familial. Padre Vicente, qui avait d'abord été un participant enthousiaste, commençait à montrer des signes de doute. Il buvait de plus en plus, et dans ces moments d'ivresse, il parlait de péchés qui ne pouvaient être pardonnés, d'une expérience qui avait dépassé les limites du permissible. Mais chaque fois qu'il suggérait à Katharina de mettre fin au projet, elle le fixait avec ses yeux gris implacables et lui rappelait qu'il était complice depuis le début. En 1847, quand naquit le 12e et dernier enfant, une fille que Katharina nomma Aurora, quelque chose changea dans l'atmosphère de Santa Vittoria. Peut-être était-ce parce que le projet était maintenant complet, la Nova Linagem établie.
Ou peut-être était-ce parce que les enfants les plus âgés atteignaient l'adolescence et commençaient à poser des questions difficiles sur leur place dans le monde. Gabriel, qui avait maintenant 6 ans, demanda un jour à sa mère pourquoi il ne pouvait pas quitter la fazenda, pourquoi il n'avait pas le droit de rencontrer d'autres enfants. Catarina lui expliqua que le monde extérieur n'était pas prêt pour eux, que les gens ordinaires les envieraient et chercheraient à leur nuire. Elle leur dit qu'ils devaient attendre, grandir, devenir forts, et qu'un jour, ils sortiraient pour montrer au monde ce qu'ils représentaient. Mais cette attente commençait à peser. Les 12 pères vieillissaient. Kofi, le plus âgé, avait maintenant 45 ans. Les années de vie relativement confortables n'effaçaient pas les décennies d'esclavage qui avaient précédé. Et ils voyaient leurs enfants grandir dans une prison dorée, conditionnés pour croire à une supériorité qui n'existait que dans l'esprit torturé de Catarina. C'est Jabari, l'ancien sculpteur Yoruba, qui fut le premier à parler ouvertement de rébellion. Lors d'une réunion secrète des 12 hommes, en 1848, il proposa un plan. Attendre que les enfants soient assez grands pour comprendre, puis fuir tous ensemble. Chercher refuge dans une des villes où le mouvement abolitionniste gagnait du terrain. Raconter au monde ce qui s'était passé à Santa Vittoria. Mais le plan fut découvert avant de pouvoir être mis en œuvre. Comment Catarina l'apprit-elle? Certains disaient qu'elle avait placé des informateurs parmi les esclaves. D'autres murmuraient que c'était Padre Vicente, dans un moment de culpabilité ou de peur, qu'il avait prévenu. Ou peut-être était-ce simplement que Catarina avait toujours eu un instinct presque surnaturel pour détecter toute menace à son projet. La réponse de Catarina à la découverte du complot fut à la fois calculée et brutale. Elle convoqua les 12 hommes dans la grande salle de la Casa Grande, celle où elle donnait habituellement ses leçons aux enfants. Les enfants eux-mêmes furent placés dans une pièce adjacente, d'où ils pouvaient entendre mais pas voir. Catarina parla pendant près d'1 heure. Elle rappela aux 12 hommes tout ce qu'elle avait fait pour eux. Les conditions de vie privilégiées, la possibilité d'être père, la promesse de liberté pour leurs enfants. Elle leur expliqua que leur impatience risquait de tout détruire, que le monde extérieur n'était pas prêt, que si leur histoire était révélée maintenant, les autorités impériales fermeraient la fazenda, disperseraient les enfants, et eux retourneraient à l'esclavage dans des plantations où les maîtres n'auraient aucune considération pour leur vie. Puis elle fit entrer les enfants et leur demanda de choisir. Est-ce qu'ils voulaient rester avec elle, dans la sécurité de Santa Vittoria, pour continuer leur éducation et devenir ce qu'ils étaient destinés à être, ou est-ce qu'ils voulaient suivre leur père dans une fuite incertaine? Les enfants, conditionnés par des années d'endoctrinement, choisirent leur mère. Tous les 12, même Gabriel qui avait parfois montré des signes de questionnement, affirmèrent leur loyauté à Catarina et à la Nova Linagem. Ce fut un moment de triomphe pour la comtesse et de dévastation pour les 12 pères. Après cette confrontation, les règles à Santa Vittoria changèrent. Les 12 hommes furent séparés. Chacun fut assigné à une partie différente de la vaste fazenda, avec interdiction de se rencontrer sans supervision. Les enfants n'avaient plus le droit de passer du temps seuls avec leur père. Toutes les interactions étaient surveillées par des contremaîtres loyaux à Catarina. Jabari, identifié comme le meneur du complot, reçut un traitement particulier. Il ne fut pas puni physiquement, ce qui aurait été trop évident, mais fut assigné aux travaux les plus épuisants, ceux normalement réservés aux esclaves ordinaires. En quelques mois, sa santé se détériora rapidement. En janvier 1849, on le trouva mort dans sa cabane. Officiellement, c'était une fièvre. Mais ceux qui virent son corps remarquèrent des marques étranges sur sa peau, comme s'il avait été empoisonné lentement. Cette mort eut un effet glaçant sur les 11 autres pères. Ils comprirent qu'ils étaient prisonniers, non pas de chaînes physiques, mais d'un système plus insidieux. Leur amour pour leurs enfants, leur peur pour leur propre survie, et l'emprise psychologique de Catarina qui semblait toujours avoir un coup d'avance. Pendant ce temps, le Brésil changeait autour d'eux. Le mouvement abolitionniste prenait de l'ampleur. Des lois étaient discutées à Rio pour restreindre le commerce d'esclaves. Des révoltes éclataient dans différentes provinces.
Mais à Santa Vittoria, isolée dans sa vallée, ces changements semblaient appartenir à un autre monde. Catarina, consciente que son projet ne pouvait pas rester secret éternellement, commença à préparer ce qu'elle appelait la révélation. Elle écrivait des traités expliquant ses théories, documentant chaque aspect de son expérience. Elle prenait des daguerréotypes de ses enfants, capturant leur visage pour la postérité. Elle imaginait le jour où elle présenterait la Nova Lignagem au monde, où ses théories seraient reconnues, où elle serait célébrée comme une pionnière de la science humaine. Mais elle savait aussi que ce jour était encore loin. Les enfants devaient grandir, prouver leur supériorité de manière indéniable. Et pour cela, elle avait besoin de plus de temps, plus de contrôle, plus d'isolement. En 1849, elle fit construire la chapelle. Ce n'était pas une chapelle ordinaire. Construite selon ses propres plans, elle ressemblait plus à un temple païen qu'à une église catholique. Les murs étaient ornés de symboles qu'elle avait inventés, mélangeant des éléments africains, européens et des créations de son propre esprit dérangé. C'était là, disait-elle, que ses enfants recevraient leur véritable éducation spirituelle, où ils apprendraient qu'ils étaient au-dessus des divisions ordinaires de race et de religion. Padre Vicente, qui avait sombré dans un alcoolisme profond, célébrait des messes bizarres dans cette chapelle. Il prêchait un évangile déformé où Catarina était présentée comme une sorte de créatrice, les enfants comme des êtres élus et les 12 pères comme des patriarches d'une nouvelle humanité. Les autres esclaves de la fazenda, forcés d'assister à ces cérémonies, étaient terrifiés par ce qu'ils entendaient. Les enfants, maintenant pour la plupart dans leur préadolescence, commençaient à développer leur propre personnalité malgré le conditionnement. Gabriel, l'aîné, montrait des signes de questionnement intellectuel. Il lisait en secret des livres que Catarina n'avait pas approuvés, des récits de voyage, des traités philosophiques qui suggéraient des visions du monde différentes de celles de sa mère. Elena, la chanteuse, avait développé une mélancolie profonde. Ses chants, autrefois source de fierté pour Catarina, étaient devenus de plus en plus sombres, remplis de notes qui évoquaient le désespoir et l'emprisonnement. Samuel, le fort, avait commencé à passer du temps avec les esclaves qui travaillaient au champ, écoutant leurs histoires, apprenant leur réalité. Il voyait la contradiction entre le discours de sa mère sur la supériorité et le fait qu'il vivait entouré de souffrances qu'il ne faisait rien pour alléger. Au printemps de 1850, un événement inattendu vint perturber l'équilibre précaire de Santa Vittoria. Un inspecteur impérial arriva sans prévenir, chargé de faire un recensement des esclaves et de vérifier que les conditions de travail respectaient les nouvelles régulations que le gouvernement tentait d'imposer. Catarina fut forcée de le recevoir. Elle cacha les 12 enfants dans l'aile privée de la Casa Grande, donnant des ordres stricts pour qu'ils ne soient ni vus ni entendus. Elle présenta les 11 pères survivants comme des esclaves ordinaires, mettant temporairement fin à leur statut privilégié pour éviter les questions. L'inspecteur, un homme nommé Doutor Silveira, était consciencieux et curieux. Il remarqua des incohérences dans les registres de la fazenda. Il y avait des dépenses importantes pour des livres, des instruments de musique, des fournitures éducatives. Il y avait aussi des constructions qui ne correspondaient pas à une plantation typique. Cette chapelle étrange, des bâtiments avec des serrures particulièrement solides, des espaces qui semblaient conçus pour l'isolement plutôt que pour le travail. Silveira posa des questions. Catarina répondit avec un mélange de charme aristocratique et d'évasion calculée. Elle expliqua qu'elle menait des études personnelles sur l'agriculture, qu'elle était une femme éduquée, qui trouvait du réconfort dans les livres et la musique dans cette terre isolée. Elle lui fit visiter les champs de café, lui montra des esclaves qui paraissaient en relativement bonne santé, lui offrit des documents qui semblaient en ordre. Mais Silveira n'était pas convaincue. Une nuit, ne pouvant dormir dans la chambre d'hôte que Catarina lui avait assignée, il sortit se promener dans les jardins de la Casa Grande. Il entendit des voix d'enfants qui chantaient dans une langue qu'il ne reconnaissait pas.
Il suivit le son, jusqu'à une fenêtre fermée de l'aile interdite. Ce qu'il vit à travers une fente dans les volets le troubla profondément. Une douzaine d'enfants et d'adolescents, tous d'une beauté frappante, tous avec cette pigmentation mixte caractéristique, assis en cercle autour d'une femme qui leur parlait avec une intensité féroce. Ce n'était pas une leçon ordinaire. C'était un sermon, presque une incantation. Le lendemain matin, Silveira confronta Catarina. Il exigea de savoir qui étaient ses enfants. Catarina, acculée, prit une décision calculée. Elle invita l'inspecteur dans son bureau privé et lui révéla une version édulcorée de la vérité. Elle lui expliqua qu'elle avait eu des enfants avec certains de ses esclaves, qu'elle les éduquait pour prouver que les personnes de sang mêlé pouvaient atteindre le même niveau intellectuel que les Européens, que c'était une expérience sociale avec des intentions progressistes. Silveira fut choquée, mais aussi fascinée. Dans le contexte du débat sur l'esclavage qui agitait l'Empire, l'expérience de Catarina pouvait être interprétée de différentes manières. Elle présentait le projet comme une preuve de l'humanité égale de tous, comme un argument contre les théories qui prétendaient que les Africains étaient inférieurs. L'inspecteur passa 3 jours de plus à Santa Vittoria, interrogeant les 11 pères, parlant brièvement avec certains des enfants, examinant les documents que Catarina accepta de lui montrer. Il repartit avec une promesse de Catarina qu'elle soumettrait un rapport officiel sur son expérience sociale aux autorités compétentes. Mais Silveira ne retourna jamais à Rio avec son rapport. Son corps fut retrouvé au fond d'un ravin, à 2 jours de voyage de Santa Vittoria. Officiellement, c'était un accident. Son cheval avait glissé sur le chemin de montagne. Mais certains remarquèrent que Silveira était un cavalier expérimenté et que la sangle de sa selle semblait avoir été partiellement coupée. Catarina ne montra aucune émotion quand elle apprit la nouvelle de la mort de Silveira, mais elle comprit que le temps pressait. L'inspecteur avait réveillé des soupçons. D'autres viendraient. Elle devait agir plus rapidement, consolider son contrôle, éliminer toute menace potentielle à son projet. C'est alors qu'elle prit une décision qui scellera le destin de Santa Vittoria. Elle annonça aux 11 pères survivants qu'il était temps de passer à la 2e phase de l'expérience. Les enfants, maintenant adolescents pour la plupart, devaient commencer à procréer entre eux pour créer une 2e génération de la Nova Linagem, encore plus pure, encore plus supérieure. La réaction fut immédiate et horrifiée. Les pères refusèrent catégoriquement. C'était une chose d'avoir été forcés de participer à la première phase de l'expérience de Catarina, mais permettre que leurs enfants soient utilisés ainsi et entre frères et sœurs de surcroît était inacceptable. Gabriel, qui avait maintenant 10 ans, entendit parler de ce plan par Samuel, qu'il avait appris d'un des pères. Pour la première fois, le garçon qui avait été endoctriné toute sa vie pour croire en la vision de sa mère commença à voir la vraie nature de ce qui se passait à Santa Vittoria. Ce n'était pas une expérience scientifique noble, c'était une folie cruelle et destructrice. Les mois entre l'automne de 1850 et l'été de 1851 furent marqués par une tension croissante. Catarina, sentant que son contrôle s'effritait, devint de plus en plus paranoïaque. Elle fit installer des verrous supplémentaires partout dans la Casa Grande. Elle doubla le nombre de contremaîtres armés. Elle commença à préparer des potions et des poudres dont elle seule connaissait la composition, qu'elle ajoutait à la nourriture des pères et parfois même des enfants, pour assurer leur coopération, disait-elle. Padre Vicente, dans un rare moment de lucidité entre 2 bouteilles, essaya de raisonner Catarina. Il lui dit que l'expérience avait assez duré, qu'elle avait prouvé ce qu'elle voulait prouver, qu'il était temps de libérer tout le monde et de vivre avec les conséquences. Catarina le regarda avec un mépris glacial et lui rappela qu'il était aussi coupable qu'elle, que personne ne croirait qu'il n'avait été qu'un participant réticent. C'est alors que les pères et les enfants les plus âgés commencèrent secrètement à planifier une évasion collective. Gabriel, Elena et Samuel devinrent les meneurs parmi les enfants. Ils convainquirent leurs frères et sœurs que la vision de leur mère était fausse,
qu'ils n'étaient pas supérieurs, mais simplement des victimes d'une expérience cruelle. Malik, le Sénégalais qui avait tenu un journal secret pendant toutes ces années, devint le coordinateur parmi les pères. Il avait établi un contact avec un groupe d'esclaves fugitifs qui opéraient dans les montagnes, et ils avaient accepté d'aider à condition que tous les esclaves de Santa Vittoria soient libérés, pas seulement les 12 enfants et leurs pères. Le plan était ambitieux. Lors de la fête de Saint-Jean, en juin 1851, quand Katharina organiserait une de ces cérémonies rituelles dans la chapelle, les esclaves se révolteraient, neutraliseraient les contremaîtres, et tout le monde fuirait vers les montagnes avant que Katharina ne puisse réagir. Les semaines précédant le 24 juin furent remplies de préparatifs secrets. Les enfants volaient de petites quantités de nourriture qu'ils cachaient dans les anciennes écuries abandonnées. Les pères fabriquaient des armes rudimentaires avec des outils agricoles. Malik enseignait aux plus jeunes les chemins de montagne qu'il avait mémorisés lors de ses rares sorties supervisées. Mais Katharina n'était pas une femme facile à tromper. Elle avait passé plus de 10 ans à observer, à analyser, à anticiper. Elle remarqua les regards échangés entre ses enfants. Elle nota les absences inexpliquées de certains esclaves. Elle sentit le changement dans l'atmosphère de la fazenda, cette tension particulière qui précède les moments décisifs. Une semaine avant la fête de Saint-Jean, Katharina fit venir secrètement un groupe de mercenaires d'une ville voisine. Ces hommes n'étaient pas de simples contremaîtres. C'étaient des chasseurs d'esclaves fugitifs, des hommes habitués à la violence, qui avaient réprimé des révoltes dans d'autres plantations. Elle les installa dans une aile isolée de la fazenda, loin des regards, leur donnant des ordres stricts de rester cachés jusqu'au moment approprié. Parallèlement, elle commença à documenter frénétiquement tout ce qui concernait son projet. Comme si elle pressentait que quelque chose d'irréversible allait se produire, elle écrivait jour et nuit, copiant ses observations, ses théories, ses preuves de la supériorité de la Nova Linagem. Elle fit faire plusieurs daguerréotypes de ses enfants, qu'elle cachait dans différents endroits de la Casa Grande. Le 23 juin, la veille de la révolte prévue, Gabriel fit quelque chose d'audacieux. Il pénétra dans le bureau privé de sa mère pendant qu'elle dormait et lut ses journaux les plus récents. Ce qu'il y découvrit le glaça. Katharina avait non seulement prévu la révolte, mais elle avait élaboré un plan pour l'utiliser comme purification finale de son projet. Elle écrivait que ceux qui se rebelleraient prouveraient ainsi leur infériorité mentale et devraient être éliminés pour préserver la pureté de la lignée. Gabriel réveilla immédiatement Helena et Samuel. Ensemble, ils débattirent fébrilement de ce qu'il fallait faire. Devait-il annuler la révolte? Mais comment prévenir tous les participants sans alerter Katharina? Devaient-ils fuir immédiatement, juste eux trois? Mais comment abandonner leurs frères et sœurs, leurs pères? Samuel proposa une solution désespérée, devancer la révolte de 24 heures. Agir maintenant, dans la nuit, quand personne ne s'y attendait, même pas Katharina. C'était risqué, improvisé, mais c'était peut-être leur seule chance. Gabriel courut réveiller Malik. Le vieil homme comprit immédiatement la gravité de la situation. Avec l'aide de 2 autres pères, ils commencèrent à réveiller discrètement les esclaves, leur expliquant que le plan avait changé, que c'était maintenant ou jamais. Mais dans leur hâte, ils commirent une erreur fatale. L'un des contremaîtres, un homme brutal nommé Domingos qui avait toujours été loyal à Katharina, les vit s'agiter dans la nuit. Il comprit que quelque chose se tramait et courut alerter sa maîtresse. Katharina se réveilla avec un sourire froid. C'était plus tôt que prévu, mais elle était prête. Elle fit sonner la cloche d'alarme, le signal pour les mercenaires cachés. Puis elle se dirigea vers la chapelle, où elle savait que tout le monde convergerait, car c'était là que se trouvaient les provisions cachées, les armes improvisées, tout ce dont les rebelles auraient besoin. Ce qui suivit fut une confusion terrible dans l'obscurité. Les esclaves, réveillés en sursaut, ne comprenaient pas ce qui se passait. Certains couraient vers la chapelle comme prévu. D'autres, terrorisés par les coups de feu qui commençaient à retentir, fuyaient dans toutes les directions. Les mercenaires,
sortis de leur cachette, tiraient sur tout ce qui bougeait. Gabriel, Elena et Samuel réussirent à atteindre la chapelle avec 6 de leurs frères et sœurs. Ils barricadèrent les portes, cherchant désespérément une issue. Mais la chapelle, construite selon les plans obsessionnels de Katharina, n'avait qu'une seule entrée. Ils étaient piégés. À l'extérieur, le massacre continuait. Malik se battait avec une fureur désespérée, tenant à distance 3 mercenaires avec une faux rouillée. Il criait à ses compagnons de fuir, de sauver les enfants. Kofi, malgré ses 45 ans, se battait comme un lion, protégeant un groupe de jeunes esclaves qui tentaient d'atteindre la forêt. Mais les mercenaires étaient trop nombreux, trop bien armés. Un par un, les rebelles tombaient. Certains mouraient immédiatement. D'autres, blessés, rampaient dans la poussière, laissant des traînées sombres derrière eux. Les cris des mourants se mêlaient aux détonations des fusils et aux ordres hurlés des mercenaires. Padre Vicente, réveillé par le chaos, sortit de sa chambre en titubant. Ce qu'il vit le dégrisera instantanément. Devant lui, la fazenda où il avait vécu pendant plus de 10 ans, où il avait participé à une expérience qu'il croyait noble, était devenue un champ de bataille. Des corps gisaient partout. Le sang formait des flaques noires dans la lumière tremblante des torches. Il vit Katharina, debout près du porche de la Casa Grande, observant le massacre avec une expression de concentration intense, comme si elle assistait à une expérience scientifique particulièrement intéressante. Elle tenait un cahier et un crayon, prenant des notes. Quelque chose se brisa en Padre Vicente à ce moment-là. Toute la culpabilité, tout le remords qu'il avait noyé dans l'alcool pendant des années, remonta d'un coup. Il comprit qu'il avait participé à la création de cet enfer, qu'il était aussi responsable que Katharina de chaque mort, de chaque souffrance. Il se mit à courir vers la chapelle, où il savait que les enfants étaient piégés. Les mercenaires tentèrent de l'arrêter, mais il les repoussa avec une force née du désespoir. Il atteignit les portes de la chapelle et hurla aux enfants de le laisser entrer. Gabriel hésita. Padre Vicente avait été complice de Katharina pendant toutes ces années. Pouvait-il lui faire confiance? Mais la voix du prêtre était remplie d'une sincérité déchirante. Elena prit la décision d'ouvrir. Padre Vicente entra, et ils refermèrent rapidement les portes. Le prêtre, haletant, regarda les 8 enfants terrifiés qui le fixaient. Il leur dit qu'il était désolé, si désolé pour tout ce qu'il avait permis. Puis il leur expliqua qu'il y avait un passage secret dans la chapelle, construit par Katharina elle-même, dans un accès de paranoïa, une sortie d'urgence qu'elle seule était censée connaître. Mais Padre Vicente l'avait découvert des années auparavant lors d'une de ses nuits d'ivresse. Le passage était caché derrière l'autel, dissimulé par une pierre mobile. Il menait à un tunnel étroit qui débouchait dans la forêt, à près d'1 kilomètre de la fazenda. C'était leur seule chance. Les enfants commencèrent à se faufiler un par un dans le passage. Gabriel était le dernier. Il se retourna vers Padre Vicente et lui demanda pourquoi il ne venait pas avec eux. Le prêtre sourit tristement et dit qu'il devait rester, qu'il devait témoigner, qu'il devait s'assurer que le monde connaisse la vérité sur ce qui s'était passé à Santa Vittoria. Gabriel disparut dans le tunnel. Padre Vicente referma la pierre et s'assit devant l'autel. Il sortit une bouteille de cachaza de sa soutane, en but une longue gorgée et attendit. Dehors, le massacre touchait à sa fin. Des 37 personnes qui avaient tenté de se rebeller, seules quelques-unes avaient réussi à fuir dans la forêt. Parmi les morts se trouvaient 8 des 11 pères, dont Malik, Kofi et Jabari. Le journal de Malik, qu'il tenait toujours contre sa poitrine, était maculé de son sang. Katharina ordonna aux mercenaires de briser les portes de la chapelle. Quand ils entrèrent, ils ne trouvèrent que Padre Vicente, assis paisiblement, tenant une croix de bois dans une main et sa bouteille dans l'autre. Katharina entra et regarda autour d'elle avec incrédulité. Où étaient ses enfants? Padre Vicente leva les yeux vers elle et dit simplement « Ils sont libres. Tu as échoué. » La rage qui traversa le visage de Katharina fut terrifiante. Elle arracha un fusil des mains d'un mercenaire et le pointa sur Padre Vicente. Le prêtre ne bougea pas. Il dit « Vas-y, ajoute un meurtre de plus à ton expérience. »
Mais sache que tes enfants te haïssent maintenant. Ton projet est mort. Catarina baissa lentement l'arme. Non, elle ne tuerait pas Padre Vicente. Ce serait trop rapide, trop miséricordieux. Elle ordonna aux mercenaires de le laisser là et de commencer à chercher les enfants. Mais les enfants avaient une avance précieuse. Gabriel, Elena, Samuel et leurs 5 frères et sœurs couraient dans la forêt, guidés par Samuel qui avait appris les chemins auprès des esclaves qui travaillaient au champ. Ils couraient sans s'arrêter, les poumons brûlants, les pieds en sang, mais animés par une seule pensée: survivre. À l'aube du 24 juin, la Fazenda Santa Vittoria était un tableau d'horreur. Les corps des morts gisaient où ils étaient tombés. Le sol était imprégné de sang. Des vautours commençaient déjà à tourner dans le ciel. Catarina, pour la première fois en plus de 10 ans, semblait avoir perdu son assurance glaciale. Elle errait dans la Casa Grande, cherchant frénétiquement tous les documents qu'elle avait cachés sur son projet. Elle devait les préserver. C'était tout ce qui restait de son œuvre. Les 3 pères survivants, Thomas, Ephraïm et un homme nommé Youssef, avaient été enchaînés par les mercenaires. Ils avaient assisté, impuissants, au massacre de leurs compagnons. Maintenant, ils attendaient leur sort, certains qu'ils seraient les prochains à mourir. Mais Catarina avait d'autres plans. Elle les fit amener devant elle et leur proposa un marché horrible. Ils l'aideraient à retrouver les enfants, et en échange, elle leur promettait la vie. Ils refusèrent, tous les 3. Youssef cracha même au visage de Catarina. Le contremaître Domingos, qui avait trahi les rebelles, suggéra de torturer les 3 hommes pour les faire parler. Mais Catarina savait qu'ils ne savaient rien. Les enfants étaient partis sans plan précis, guidés seulement par l'instinct de survie. Pendant 3 jours, les mercenaires fouillèrent la forêt autour de Santa Vittoria. Mais les enfants, aidés par leur connaissance du terrain et par la chance, réussirent à rester cachés. Ils se nourrissaient de fruits sauvages et d'eau de rivière. Elena soignait les pieds écorchés de ses frères et sœurs avec des feuilles médicinales que Samuel reconnaissait. Le 4e jour, épuisés et affamés, ils furent découverts non pas par les mercenaires, mais par le groupe d'esclaves fugitifs avec qui Malik avait établi un contact. Ces hommes et ces femmes, qui vivaient libres dans les montagnes, reconnaissèrent les enfants grâce aux descriptions que Malik leur avait données. Les fugitifs amenèrent les 8 enfants à leur campement secret, situé dans une grotte profonde, invisible depuis les chemins. Là, les enfants furent nourris, soignés et surtout écoutés. Ils racontèrent tout ce qui s'était passé à Santa Vittoria. Les fugitifs, choqués par cette histoire, débattirent de ce qu'il fallait faire. Le leader des fugitifs, un homme imposant nommé Benedito, qui s'était échappé d'une plantation voisine des années auparavant, prit une décision audacieuse. Il envoya un messager à la ville la plus proche avec une lettre destinée aux autorités impériales. La lettre, écrite en portugais laborieux, racontait le massacre de Santa Vittoria et demandait une intervention officielle. Pendant ce temps, à la Fazenda, la situation se détériorait rapidement. Les mercenaires, n'ayant pas trouvé les enfants et n'ayant plus d'espoir d'être payés davantage, commencèrent à piller ce qu'ils pouvaient. Catarina, enfermée dans son bureau, écrivait frénétiquement, essayant de justifier tout ce qui s'était passé, de préserver son travail pour la postérité. Padre Vicente, lui, fit quelque chose d'inattendu. Il commença à enterrer les morts. Seul, avec ses mains nues et quelques outils, il creusa des fosses sous les fondations de la chapelle. Il travailla pendant des jours, presque sans dormir, comme s'il cherchait à expier tous ses péchés à travers ce labeur épuisant. Quand il termina, 37 corps reposaient sous la chapelle que Catarina avait construite pour célébrer sa Nova Lignagem. Padre Vicente planta une croix de bois simple au-dessus de chaque tombe, sans nom, car beaucoup des morts n'avaient laissé aucune trace de leur identité. Le 7 juillet 1851, 2 semaines après le massacre, les autorités impériales arrivèrent enfin à Santa Vittoria. Une troupe de soldats, accompagnée d'un magistrat nommé Doutor Carvalho, entra dans la fazenda avec prudence, ne sachant pas à quoi s'attendre. Ce qu'ils trouvèrent dépassa leur imagination.
Une fazenda dévastée, des mercenaires ivres qui pillaient les dernières ressources, 3 hommes enchaînés dans une grange, un prêtre fou qui parlait de péchés impardonnables, et une femme européenne qui insistait pour leur montrer ses découvertes scientifiques révolutionnaires. Doutor Carvalho interrogea tout le monde. Les 3 pères survivants racontèrent leur version. Les mercenaires, confrontés à la possibilité d'être accusés de meurtre, se retournèrent contre Catarina et confirmèrent qu'elle avait ordonné le massacre. Padre Vicente, dans un moment de lucidité terrible, révéla tout. L'expérience eugénique, les enfants conçus selon un plan délirant, les années de manipulation et de contrôle. Catarina, elle, refusait d'admettre qu'elle avait fait quoi que ce soit de mal. Elle insistait sur le fait que c'était une expérience scientifique légitime, que les morts étaient un prix acceptable pour le progrès de l'humanité, que ses enfants prouveraient la validité de ces théories quand ils seraient retrouvés. Doutor Carvalho, un homme pragmatique qui avait vu beaucoup de choses dans sa carrière, était néanmoins choqué. Il fit arrêter Catarina immédiatement. Les mercenaires furent également placés en détention. Les 3 pères furent libérés de leur chaîne et reçurent des documents officiels de libération. Mais Carvalho avait un problème. Cette affaire touchait à des sujets extrêmement sensibles. L'esclavage, la race, la moralité des élites coloniales, les limites de la science. Si l'histoire complète était rendue publique, elle pourrait causer un scandale énorme, potentiellement nuire aux efforts d'abolition progressive que le gouvernement impérial essayait de mettre en place. Après consultation avec ses supérieurs à Rio, Carvalho prit la décision de simplifier radicalement l'affaire dans les rapports officiels. Ce serait classé comme une révolte d'esclaves qui avait mal tourné, réprimée avec une force excessive par une propriétaire instable mentalement. Les aspects eugéniques du projet de Catarina seraient minimisés, les enfants ne seraient même pas mentionnés. Catarina fut déclarée aliénée et transférée à un asile de Rio. Ses biens furent confisqués par l'État. Padre Vicente, considéré comme complice mais aussi victime de la folie de Catarina, fut envoyé dans un monastère isolé pour le reste de ses jours. Les mercenaires furent jugés pour violence excessive et condamnés à de courtes peines de prison. Pendant ce temps, les 8 enfants restaient cachés avec les fugitifs dans les montagnes. Benedito avait pris une décision difficile, ne pas les rendre aux autorités immédiatement. Il savait que si leur existence était révélée, ils seraient traités comme des curiosités, peut-être même séparés et enfermés quelque part pour être étudiés. Au lieu de cela, pendant les mois qui suivirent, les fugitifs aidèrent les enfants à créer de nouvelles identités. Gabriel devint João. Helena devint Maria. Samuel devint Pedro. Chacun reçut un nouveau nom, une nouvelle histoire de vie. Ils apprirent à parler différemment, à se comporter comme des personnes ordinaires plutôt que comme les produits d'une expérience bizarre. En novembre 1851, les fugitifs organisèrent discrètement le placement des enfants. Certains furent confiés à des communautés quilombolas, des villages d'esclaves libérés. D'autres furent adoptés par des familles à Rio et São Paulo qui, moyennant compensation financière provenant des biens liquidés de Catarina, acceptèrent de les accueillir sans poser trop de questions sur leurs origines. Gabriel, Helena et Samuel choisirent de rester ensemble. Avec l'aide de Thomas, Ephraim et Youssef, les 3 pères survivants qui avaient également reçu leur liberté, ils s'établirent dans une petite propriété rurale, loin de Minas Gerais. Là, ils tentèrent de construire quelque chose qui ressemblait à une vie normale. Mais les fantômes de Santa Vitória ne les quittèrent jamais vraiment. Gabriel faisait des cauchemars où il entendait les coups de feu du massacre. Helena ne pouvait plus chanter sans pleurer. Samuel sursautait au moindre bruit fort. Les 5 frères et sœurs plus jeunes, dispersés dans différentes familles, grandirent avec des souvenirs fragmentés et troublants qu'ils ne comprenaient pas complètement. Les années passèrent. Catarina mourut dans son asile en 1852, toujours convaincue de la justesse de son projet. Ses derniers mots, selon l'infirmière qui était présente, furent
Ils prouveront que j'avais raison. Padre Vicente survécut plus longtemps, jusqu'en 1860, mais il ne parla plus jamais après avoir été enfermé dans le monastère. Il passait ses journées à prier et à sculpter de petites croix de bois. En 1868, 16 ans après les événements, Gabriel, maintenant un homme de 27 ans qui avait construit une vie modeste comme commerçant à Rio, prit une décision. Il écrivit un article anonyme pour un journal racontant l'histoire d'une expérience eugénique menée dans une plantation isolée. Il ne donna pas de nom, pas de lieu précis, mais il raconta la vérité essentielle. L'article passa presque inaperçu. C'était une époque de bouleversement politique, et l'histoire d'une comtesse folle semblait presque banale comparée au débat passionné sur l'abolition. Mais quelques lecteurs le remarquèrent et se demandèrent si c'était vrai. Au fil des décennies, l'histoire de Santa Vittoria devint une légende locale dans les montagnes de Minas Gerais. Les détails se brouillèrent, se déformèrent, se mélangèrent avec d'autres histoires. Certains racontaient qu'une sorcière blanche avait créé des enfants démoniaques. D'autres parlaient d'une expérience scientifique qui avait mal tourné. La vérité et le mythe s'entremêlèrent jusqu'à devenir indistinguables. Les 12 enfants de Catarina menèrent des vies diverses. Certains réussirent à s'intégrer complètement à la société brésilienne, leurs origines extraordinaires perdues dans les archives confuses de l'époque. D'autres gardèrent toujours une certaine marginalité, incapables de s'adapter complètement au monde après ce qu'ils avaient vécu. Aucun d'entre eux ne parla ouvertement de Santa Vittoria à leurs propres enfants. C'était un secret trop sombre, trop complexe, trop dangereux. Peut-être leurs descendants vivent-ils encore aujourd'hui au Brésil, ignorant complètement cette partie extraordinaire de leur héritage. En 1923, quand l'historien amateur Rodrigo Tavares découvrit les ruines de Santa Vittoria et le journal de Malik sous les fondations de la chapelle, il crut avoir trouvé la preuve définitive que l'histoire était vraie. Mais le journal lui-même soulevait plus de questions qu'il n'apportait de réponses. Était-il authentique? Avait-il été écrit après coup? Les détails étaient-ils exagérés? Le livre de Tavares, O Experimento Maldito, publié en 1926, fut reçu avec scepticisme par les historiens académiques. Beaucoup le considérèrent comme une fiction sensationnaliste basée sur des rumeurs et des légendes. D'autres admirent qu'il y avait probablement un noyau de vérité, mais que les détails avaient été embellis pour vendre des exemplaires. Aujourd'hui, si vous cherchez la Fazenda Santa Vittoria sur une carte, vous ne la trouverez pas. Si vous cherchez des documents officiels sur Catarina de Bragança Soares, vous trouverez quelques mentions dispersées, rien de plus. Les archives concernant le massacre ont mystérieusement disparu, peut-être détruites lors d'un incendie dans les années 1940, peut-être délibérément supprimées. Ce qui reste, ce sont des questions. Est-ce que cette histoire s'est vraiment passée? Est-ce qu'une femme a vraiment tenté de créer une race nouvelle? Est-ce que 37 personnes sont vraiment mortes dans cette tentative folle? Les historiens débattent, les sceptiques doutent, les croyants affirment, mais personne ne sait avec certitude. Dans les montagnes de Minas Gerais, les vieux parlent encore parfois de la comtesse et de ses enfants étranges. Ils parlent de voix qui chantent dans des langues inconnues quand la brume descend. Ils parlent de ruines qui ont disparu, mais qui hantent encore la mémoire collective. Et peut-être quelque part au Brésil vit un descendant des 12 enfants qui portent en lui, sans le savoir, l'héritage génétique d'une expérience qui n'aurait jamais dû avoir lieu. Un héritage de beauté et de tragédie, d'ambition folle et de survie désespérée. L'histoire de Catarina et de sa nova linagem reste ce qu'elle a toujours été. Une histoire qui défie la catégorisation simple, qui existe dans cette zone troublante entre le documenté et le légendaire, entre l'horreur historique et le mythe moderne. Une histoire qui nous rappelle que les choses les plus terrifiantes ne sont pas les monstres imaginaires, mais ce que les êtres humains sont capables de faire au nom de leurs obsessions.